Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro des experts. Au programme de ce numéro, on va parler des cabinets d'expertise comptable face aux défis de la RSE avec François Millot, président de la centrale 45.2. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, on évoquera les 10 ans de la loi ESS avec François Gégard, président de la commission association et fondation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, CNCC. Et enfin, on parlera transparence des rémunérations dans l'Union européenne avec Olivier Picret, associé au sein du cabinet d'avocats Allen et Auvry. Voilà pour les titres, c'est parti pour les experts. On commence tout de suite ce numéro des experts. On va parler des experts comptables face aux défis de la RSE avec mon invité François Millot, président de la Centrale 45.2 et directeur de la BU Expert Comptable chez Cégide. François, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment les experts comptables appréhendent-ils la RSE? Il l'appréhende avec conviction. En tous les cas, c'est ce qui est ressorti de nos travaux de la centrale 45.2, qui nous a permis de sortir un opus sur la RSE l'année dernière. Alors, c'est vrai que déjà pour commencer, on peut citer cette étude de l'OMECA, hein, qui est l'Observatoire des métiers de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, une étude d'avril 2023, qui nous révèle une chose, c'est que 6 experts comptables sur 10 considèrent que pour eux, la RSE sera un enjeu dans les 3 à 5 ans qui viennent. C'est vous dire en fait l'intérêt que prête la profession à cette mission. Alors, il y a un enthousiasme ou une appétence en fait pour ce sujet, on peut dire à trois égards. Première chose, c'est vrai que la profession s'est toujours inscrite dans une forme de bien commun. C'est son ADN. C'est vrai qu'elle a une mission d'intérêt général, notamment par rapport au compte historique. Donc nécessairement, avec tous les événements qu'on peut suivre, qui peuvent être climatiques, et puis aussi une effervescence de la société autour de la RSE et du bien commun que ça représente, les experts comptables, par principe, s'inscrivent en fait dans cette direction. Ensuite, il y a aussi l'arrivée au fait de collaborateurs ou la sensibilité de collaborateurs heu, qui vont chercher du sens dans leur métier. Et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où un cabinet s'inscrit dans une démarche RSE, ça donne un supplément de sens. Et puis évidemment, autour de la RSE, il y a des nouvelles missions que peuvent adresser les experts comptables et donc qui créent leur intérêt nécessairement. On pourra en reparler d'ailleurs, autour de la CSRD. C'est vrai que les entreprises vont avoir besoin de professionnels aguerris, sur ce sujet. Après, il ne faut pas omettre quelques freins en fait autour de la RSE. La Quel première type ch de frein? Alors, par exemple, c'est vrai que c'est vrai que les cabinets sont accaparés par, beaucoup de déclaratifs, beaucoup de réglementations et parfois ils sont dans l'urgence et heu et c'est vrai qu'ils peuvent avoir un manque de temps pour pouvoir vraiment s'emparer de ces missions. Voilà. Ça, c'est la première chose, qu'ils nous ont dite et puis la 2e chose, c'est les compétences. C'est-à-dire que il faut faire monter en gamme les collaborateurs pour qu'ils puissent adresser ce type de mission ou aller chercher de nouveaux collaborateurs et on sait qu'en fait sur le marché aujourd'hui du travail, heu, il n'est pas évident de trouver de nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est les 2 freins en fait qui peuvent contrebalancer, cet intérêt, mais on sait que les cabinets vont s'en emparer nécessairement. Alors, vous avez souligné que c'était un enjeu important pour les experts comptables, la RSE. Quel rôle peuvent-ils avoir en la matière? Alors, je crois que leur rôle, il va être, à mon avis, très fort. Alors, pas nécessairement dans leur métier d'expert comptable, mais on va voir que si, mais peut-être plus sous l'angle commissariat aux comptes. Hem, donc il y a la directive, CSRD CSRD. de 2022 qui a été transposée par l'ordonnance du 6 décembre 2023 et qu'est-ce qu'elle nous dit en fait, cette ordonnance? Elles permettent, une certification des reportings de durabilité prévus par la CSRD, par, des professionnels de confiance, alors soit des OTI, soit des CAC. Alors, un expert comptable peut être un OTI, un organisme tiers indépendant. Pour ça, en fait, il doit être, accrédité par la COFRAC,
ce qui est pas forcément, naturel, hein, pour les experts comptables. Donc ils auront peut-être plus tendance à se réinscrire ou utiliser en fait leur casquette de commissaire aux comptes pour, aller certifier, sachant que jusqu'au 1er janvier 2026, ils pourront bénéficier en fait de la clause du grand-père qui, les dispense d'avoir, à suivre en fait un stage de 8 mois, Faire la formation. faire la forme et ils devront par contre être formés 90 heures et donc c'est des formations qui vont être, homologuées par, le H2A, hein, qui remplace le H3C. Enfin, c'est la même entité mais, qui change de nom, hein, le Haut Commissariat la Haute Autorité pardon, de l'audit. Et donc c'est vrai qu'en fait, les experts comptables, soit en tant qu'OTI, soit en tant que CAC, s'inscrivent naturellement dans la certification, des rapports de durabilité. Ça, c'est le volet en fait, mission d'assurance, modérée en l'occurrence, mais il y a aussi une mission sans assurance, c'est-à-dire l'aide que pourront apporter les experts comptables dans la réalisation donc là, c'est plus des missions de conseil, hein, dans la réalisation des rapports de durabilité et on sait que, bien sûr, il y a les entreprises qui seront tenues, hein, ça va, se faire selon la taille, ça va s'échelonner sur 3 ans, mais également par ruissellement, certaines, entreprises, petites entreprises devront participer. Leurs donneurs d'ordre, leur demanderont des comptes pour eux-mêmes réaliser leur rapport de durabilité. Donc, on va avoir de plus en plus de petites entreprises qui devront en fait, elles-mêmes faire des rapports de durabilité parce qu'elles appartiennent à la chaîne de valeur d'une entreprise qui, elle, est soumise, du fait de la loi, à l'obligation de faire un rapport de durabilité. Donc, gros volant de mission, en fait, qui est choix à l'expert comptable, ou au CAC, au commissaire aux comptes, à Donc ça veut dire l'auditeur. beaucoup d'opportunités pour les cabinets d'expertise comptable? Je crois beaucoup d'opportunités, ouais. Dans les années qui viennent, beaucoup d'opportunités les experts comptables le savent bien. C'est pour ça qu'en fait, 42 notamment, ça c'est une étude en fait de l'ordre des experts comptables du Conseil national, lors du congrès de l'année dernière, 42 disaient qu'ils entendaient s'inscrire dans ces missions et participer et proposer une offre sur ces missions. Est-ce que ça veut dire que ça peut induire un changement de comportement des cabinets? Vous parliez tout à l'heure de la cohésion des équipes, par exemple, qui vont impulser des changements en termes de RSE? Alors oui, je pense que enfin, on va avoir il y a 2 choses par rapport à ça. Heu, il va falloir qu'en fait les cabinets, pensent à la RSE pour eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire qu'aussi, eux participent à une chaîne de valeur pour certaines entreprises. Donc eux-mêmes vont devoir s'interroger sur leur rapport, en fait, leur reporting de durabilité, et donc interroger, tous les critères ESG, hein, environnementaux, sociaux et gouvernance. Donc ça, ils vont devoir le faire en interne et je pense que leurs collaborateurs, en plus, seront, particulièrement heureux de participer à ça. Mais il y a aussi, en fait, une réorganisation ou une organisation à avoir par rapport, à ces reportings. C'est-à-dire comment ils vont aller chercher de la ressource et ça passe beaucoup par l'organisation du système d'information et aussi par l'automatisation pour gagner du temps et pour pouvoir adresser ce type de mission. En d'autres termes, il faut se réorganiser par rapport aux missions que vous avez décrites tout à l'heure pour se positionner justement et être capable d'assurer ces missions? Sans doute, il faut, enfin, j'en suis même convaincu, en tous les cas, c'est ce qui nous était dit au sein de ce rapport. Il y a encore une fois cette notion d'automatisation et puis d'automatisation notamment de l'appareil de production comptable, et puis aller rechercher en fait de la donnée au sein des systèmes d'information. Pour ça, en fait, c'est vrai que les experts comptables sont magnifiquement placés, j'ai envie de dire, parce qu'ils connaissent extrêmement bien en fait. Ils organisent le système d'information de leurs clients. Ils connaissent leurs clients. Ça, c'est pour les aider à faire un reporting, extra-financier, c'est idéal. Donc ils connaissent l'activité de leurs clients et ils sont capables, en fait, d'aller chercher l'information. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Et avec plaisir.
On poursuit cette émission et en parler du bilan des 10 ans de la loi sur l'économie sociale et solidaire avec François Gégard, président de la commission association et fondation de la CNCC. François Gégard, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, comment définit-on l'économie sociale et solidaire? Alors on a depuis 10 ans, depuis la loi ESS, une définition qui a été inscrite dans la loi sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc en gros, ce sont les associations, les fondations, les fonds de dotation, mais aussi les SCOP et un certain nombre d'autres structures qui sont précisées dans cette loi. Comment la loi ESS a-t-elle clarifié les différents types de financement public pour les associations? Alors, c'est pas tant la loi qui l'a défini, en fait, elle a au moins défini un des financements publics qui est celui des subventions. Parce qu'on attendait depuis longtemps qu'il y ait un peu une définition de ce qu'est une subvention publique. Donc maintenant, le terme subvention est uniquement consacré à la subvention publique, c'est-à-dire aux contributions financières que peuvent apporter un acteur public de manière discrétionnaire. Et c'est là où on va faire la différence entre ce qui est une subvention et ce qui est un concours public. Le concours public, c'est lorsque une association, une fondation par exemple, a un agrément pour gérer, donnons par exemple un établissement médico-social, et bien là elle va recevoir des fonds dans ce cadre-là et ce sera un concours public. Il n'y a pas de caractère discrétionnaire pour le financeur public parce qu'il y a un agrément et il faut le financer. En revanche, ils vont discuter du budget annuel ou pluriannuel qu'ils vont consacrer à cette entité. La subvention, eh bien, elle a un caractère discrétionnaire pour le financeur. Elle peut financer ou ne pas financer. Et cette distinction est très importante dans nos métiers puisque le seuil de nomination, par exemple, du commissaire aux comptes est basé sur la notion de subvention publique. Alors, on a évoqué la RSE avec l'invité précédent. En quoi la RSE, les exigences de certains bailleurs en matière de RSE, influencent-elles le secteur de l'ESS, notamment les associations? Alors, j'irai plus loin que la notion des bailleurs. L'ESS est un certain nombre d'entités qui ne sont pas compris dans les grandes réformes qui a lieu en ce moment de la directive européenne, de la CSRD et la mise en application du rapport de durabilité. Néanmoins, ça fait des années que les acteurs associatifs et de fondations sont très impliqués dans ces problématiques-là parce que c'est leur objet en tant que tel d'être d'intérêt général et notamment d'être capable de parler d'environnement, de social, etc. Ils sont sensibles déjà à ces questions. Ils sont sensibles à ces sujets, au sujet de la gouvernance, etc. Simplement que lorsque l'on voit aujourd'hui, nous en tant que commissaire aux comptes ou en tant qu'expert comptable, l'importance que cela prend au sein des entreprises commerciales, eh bien, nous avons un rôle à jouer important auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour leur dire que même s'ils ne sont pas dans le scope de ces nouvelles réglementations, qui sont surtout des réglementations à visée de reporting, eh bien, elles ont intérêt à s'en inspirer. Parce qu'en fait, lorsque l'on voit les normes ESRS, par exemple, donc le nouveau plan comptable des informations non financières, eh bien, en fait, ça structure la pensée, ça structure un certain nombre de sujets sur l'environnement, sur le social et sur la gouvernance, et que tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas dans cette obligation de la directive, doivent s'y intéresser parce que c'est aussi un moyen de faire progresser leur démarche. Parce que sur le fond, les problématiques qui sont face à nous, quels que soient les statuts, on a à s'y affronter, que ce soit des problématiques de ressources, que ce soit des problématiques de durabilité d'une manière générale. Alors revenons à la loi ESS. Quel bilan faites-vous 10 ans après son adoption? Alors nous avons, à l'occasion des journées nationales des associations et fondations de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, fait un peu un premier bilan de ces éléments-là. On a insisté sur 2 points. D'abord, cette notion de subvention dont vous avez abordé en introduction de notre entretien. Et puis le deuxième sur les commissariats aux apports et les fusions, et les commissariats aux apports et à la fusion. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de règles spécifiques et que la loi ESS a permis de cette avancée importante. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont compris dans la loi, mais ce qui concerne directement nos métiers était sur ces éléments-là et sur la nécessité probablement de faire encore progresser ces sujets-là. Nous avons la chance d'avoir des lois diverses et variées qui sont votées depuis la loi ESS, et notamment cette année, la loi sur le respect des principes de la République, qui nous impose à regarder plus précisément les fonds qui viennent de l'étranger,
bien sûr pour des associations cultuelles, mais aussi pour les fonds de dotation et les associations qui reçoivent des dons du public. Donc voilà, on voit bien que la loi ESS nous a permis d'avancer sur un certain nombre de sujets. Le nouveau plan comptable association nous a permis d'étayer un petit peu les modalités de présentation financière, et les lois successives qui arrivent font que c'est un secteur qui est en constante évolution. Donc plutôt un bilan satisfaisant pour vous. Alors, ça a permis de faire avancer un certain nombre de sujets. Nous, on en a d'autres à faire avancer aujourd'hui. Et c'est pour ça quand on a parlé de ce bilan, on a parlé bilan et perspective, tout simplement parce que dans les perspectives, il y a deux sujets importants, celui de la digitalisation et celui de la durabilité. Alors, évoquons justement les perspectives. Quels sont les principaux défis et opportunités dans le secteur de l'ESS et le rôle des commissaires aux comptes? Donc, vous avez dit durabilité, digitalisation. Concrètement, comment? C'est très simple. On travaille aujourd'hui sur la partie digitalisation, notamment sur tous les projets de facture électronique. La facture électronique est dédiée aux acteurs qui sont à la TVA. La plupart des associations ne sont pas à la TVA. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces associations puissent recevoir les factures dématérialisées de leurs fournisseurs par le biais des PDP pour faciliter leur traitement comptable et qu'elles aient les mêmes possibilités que les entreprises commerciales, parce qu'il faut rappeler, ces acteurs associatifs et de fondations sont parfois des acteurs qui gèrent plusieurs centaines, voire milliers de salariés, et ce n'est pas que l'association du bar des Platanes de quartier, etc. etc. Donc ça, ce point sur la facture électronique, on veut mettre le secteur associatif dans ce sujet. Nous, ça nous intéresse en tant que commissaire aux comptes, parce qu'on a aussi une évolution de notre métier de contrôle de la data et des chiffres, et donc de faire en sorte de faire évoluer progressivement notre métier de contrôle, je dirais a posteriori, à un métier de contrôle plus périodique. Et puis derrière ça, il y a tout ce qui est la cybersécurité qui nous intéresse au premier point en tant que commissaire aux comptes, et pour lequel on invite nos acteurs de l'économie sociale et solidaire à se muscler sur ces sujets parce que c'est juste indispensable et je pense que vous en serez convaincus. Le deuxième volet, celui de la durabilité, on en a dit un mot, même s'ils ne sont pas dans le champ de certaines obligations, ils ont des obligations qui existent déjà. Ce qu'on a essayé de montrer lors de cette journée association, j'en prends juste un exemple, le décret tertiaire pour toutes les entités qui ont plus de 1000 mètres carrés de surface affectée à une activité tertiaire, sur lequel ils ont des obligations très drastiques pour réduire la consommation d'énergie à horizon 2030, 2040, 2050. Ils ont, par le biais du décret BACS, l'obligation de mettre en place des outils de pilotage de ces énergies, etc., etc. On voit que au-delà des grandes réglementations qui sont sectorielles, il y a sur ces sujets des associations qui doivent être, et les fondations qui sont concernées par des obligations très concrètes. Et donc nous les accompagnons aussi, nous avons ce regard attentif. En tant qu'expert comptable, on peut les accompagner. En tant que commissaire aux comptes, on peut faire aussi un certain nombre d'audits et de diagnostics qui leur permettent d'avoir un état des lieux de leur avancée sur ces sujets importants. On voit que les perspectives sont nombreuses pour les associations et les fondations. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais je vous en prie, à très bientôt. On poursuit l'émission et on parlait transparence des rémunérations avec Olivier Picret, avocat associé chez Allen & Overy. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter la directive sur la transparence des rémunérations dans l'Union européenne? Tout à fait. C'est une directive qui date du 10 mai 2023 et qui a pour objectif d'assurer une égalité des rémunérations pleine et entière au sein de l'Union européenne, sachant qu'elle se base sur un constat, une différence de rémunération moyenne d'environ 13% entre les deux sexes. Donc c'est une directive qui s'applique à tous les employeurs, privés ou publics, et après il va y avoir des différences en fonction des effectifs. Mais les principales mesures, il y en a un certain nombre, j'ai quand même je vais essayer d'aller vite par rapport à ça. Il y a des obligations déjà qui s'imposent avant la conclusion du contrat de travail, au moment de l'embauche. Et pour ça, l'employeur a l'obligation, aura l'obligation de communiquer la rémunération ou une fourchette de rémunération afférente au poste auquel le salarié candidate. Et cette rémunération devrait être basée sur des objectifs, des critères objectifs non sexistes. Ça, c'est la première obligation. Et ça devrait être publié normalement avec l'annonce pour le poste. Ensuite, l'employeur aura également interdiction, ça c'est une vraie nouveauté, interdiction de demander aux salariés leur historique de rémunération.
Et pourquoi il y a cette mesure-là? C'est pour empêcher qu'une situation de discrimination qui existait dans une entreprise précédente soit perpétuée chez le nouvel employeur. Donc ça, c'est une nouvelle obligation importante. Il y a également une obligation d'information des salariés pendant la vie du contrat de travail. Les salariés auront dorénavant la possibilité de demander des informations sur leur rémunération individuelle, mais également sur la rémunération moyenne, sur le type de poste qu'ils occupent. Et ça, l'employeur aura l'obligation de rappeler cette possibilité tous les ans. Ensuite, une obligation que nous, on connaît davantage, mais pas forcément tous les pays européens, c'est l'obligation de communiquer un rapport annuellement sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Alors, c'est un nouveau dispositif qui s'inspire notamment de notre index égalité hommes-femmes, dont on a déjà parlé, mais également qui s'inspire d'un système en Irlande et également en Allemagne et d'autres pays européens. Alors là, la différence, c'est que ça s'applique aux entreprises de plus de 100 salariés, avec une obligation de communiquer ce rapport à une institution nationale qui devra être déterminée. Et l'obligation, elle va s'étaler dans le temps. Donc, pour les entreprises de plus de 100 salariés, l'obligation s'imposera à côté du 7 juin 2031, avec un rapport à communiquer tous les 3 ans. Pour les entreprises entre 150 et 249 salariés, l'obligation s'impose à compter du 7 juin 2027, et l'obligation de communication se fait tous les 3 ans également. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, là c'est pareil, 7 juin 2027, mais communication tous les ans. Ensuite de ça, si jamais ce rapport fait naître une différence de rémunération ou révèle une différence de rémunération de plus de 5% qui n'est pas justifiée par des critères objectifs non sexistes et qui n'est pas corrigée au bout de 6 mois, à ce moment-là, l'employeur devra communiquer et évaluer avec ses représentants du personnel comment corriger cela. Et enfin, il y a eu toute une partie, on va dire, sanctions, et là c'est très important également. Les employeurs pourront être exposés à des amendes administratives, voire pénales. Alors pour l'instant, la directive ne les fixe pas, ce sera aux lois nationales qui vont transposer la directive de prévoir ces différentes sanctions. Il y aura également des procédures judiciaires qui seront facilitées pour les salariés. Donc tout un arsenal très important de mesures dans la directive. Très complet pour favoriser cette transparence des rémunérations. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure l'index d'égalité professionnelle. En quoi il contribue à lutter contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes? Alors cet index, il a le gros avantage de porter l'accent sur justement les différences des rémunérations et d'avoir peut-être une meilleure prise de conscience sur l'existence d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Je rappelle que cet index, c'est une obligation pour les entreprises de publier chaque année sur leur site internet un score, une note sur 100, grosso modo. Et ils doivent également communiquer cette information à leurs représentants du personnel et à l'inspection du travail. C'est un outil très intéressant. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est également perfectible. C'est un outil, par exemple, qui ne concerne que 1% des entreprises en France, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est seulement 1% des entreprises. Donc, il y a quelques réflexions qui sont en cours sur l'amélioration de ce dispositif. Notamment, il est envisagé d'intégrer dans la notion de rémunération la rémunération variable. Aujourd'hui, la loi française n'en tient pas compte, alors que ce qui est prime. Exactement. Ça veut donc dire qu'on ne prend pas ça en considération pour mesurer les écarts de rémunération, et donc on envisage peut-être de l'intégrer. Il faudrait aussi peut-être le rendre plus incitatif ou peut-être coercitif. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement, en octobre 2023, a annoncé tout un travail de refondation de cet index. Alors là, il s'est donné 18 mois pour le faire, dans l'attente de la transposition de la directive. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure l'ensemble des obligations et les entreprises concernées par cet index. Quelles sont les conséquences pour les entreprises qui ne respectent pas les exigences de la directive sur la transparence des rémunérations? Quelles sont les sanctions possibles? Vous avez évoqué brièvement. Oui. Ces sanctions, quelles sont-elles? Alors, il faut qu'on différencie les sanctions en cas de non-respect de la directive et les sanctions en cas de non-respect de l'index. Alors, sur la directive, pour le moment, c'est une directive qui fixe un cadre et qui donc va nécessiter une loi de transposition dans tous les pays de l'Union européenne. En France, enfin dans tous les pays, cette directive devra être transposée avant le 7 juin 2026. Donc ça laisse encore 2 ans à la France pour pouvoir le faire, et c'est à la loi de déterminer la nature de la sanction, ou en tout cas son montant. Mais donc en attendant les textes de transposition qui vont fixer le montant des fonctions. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que la directive impose qu'il y ait des amendes administratives ou pénales. Donc il y aura quand même un volet coercitif plus important que ce qui existe aujourd'hui dans la loi française, parce que
Pour l'index, S'agissant de l'index, tout à fait, voilà. qu'en est-il? Alors, pour l'index, comment ça se passe? Il y a plusieurs grades, on va dire, de sanctions, entre guillemets. Si la note de l'index est inférieure à 85%, à ce moment-là, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures, des objectifs de progression. C'est quoi des remonter. objectifs de progression? Bah, ça peut être par exemple de décider que pour pour l'indicateur sur les femmes qui reçoivent une augmentation, une promotion au retour de congé maternité, c'est par exemple se mettre un objectif plus important d'avoir X promotion au retour de congé maternité sur la prochaine année. Par exemple, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, si l'index est inférieur à 75%, à ce moment-là, l'employeur devra mettre en place des mesures correctrices. Et si jamais, soit il ne publie pas ces mesures correctrices, ou il ne les met pas en œuvre, ou alors elles ne sont pas efficaces, à ce moment-là, la sanction, c'est que l'employeur peut être condamné à une pénalité égale à 1% de la masse salariale. Donc ça peut être relativement élevé, sachant que cette pénalité ne s'appliquera qu'après une mise en demeure de l'administration et l'absence de correction au bout de 6 mois. Donc attention, vigilance est de mise parce que les sanctions ne sont pas neutres. Tout à fait. En quoi la directive sur la transparence des rémunérations change-t-elle concrètement la manière dont les entreprises abordent la question de l'égalité des rémunérations? Alors, les vraies différences qu'il y a par rapport aux dispositifs que nous connaissons aujourd'hui, notamment, ça va être sur la définition de ce qu'on appelle une catégorie professionnelle. La directive va imposer de déterminer les catégories professionnelles, notamment sur les postes qui sont considérés comme ayant la même valeur. Donc, pour l'instant, la notion est relativement floue. Donc, ça va être aux entreprises, d'abord aux législateurs, puis aux entreprises de s'emparer de cette notion et de se l'approprier. Et surtout, sur la rémunération à prendre en considération, comme je disais au début, on aura la rémunération fixe, mais également le variable, les primes, les bonus, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y aura tout un travail des entreprises, je pense, assez conséquent, qui va mêler les fonctions RH, juridiques, compliance, rémunération, comp and ben, et où ils vont devoir se réunir et vraiment réfléchir comment s'approprier ce dispositif et penser différemment l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, et pas seulement sous le prisme de l'index et des indicateurs fixés par la loi française. Donc c'est un vrai changement de paradigme pour justement faire en sorte que les rémunérations tendent vers l'égalité. Exactement, avec encore un certain flou pour le moment, mais on attend le texte de transposition au cours des 2 prochaines années. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur For Change pour une nouvelle émission.